Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir à quoi servent les métaux précieux. La semaine dernière, on a vu qu'ils n'allaient pas nous aider à devenir riches, mais rassurez-vous, l'or et l'argent peuvent servir à plein de choses, à tellement de choses, que j'ai dû couper la vidéo en deux. Cette semaine, on parle des dangers de la monnaie et du monde bancaire. C'est pas très gai, j'en suis désolé, mais c'est super important. Heureusement, à la fin de la vidéo, on retrouvera vos idées à vous. Et vous vous êtes déchaînés dans les commentaires de mon dernier post, du coup, j'en mets que la moitié tellement il y en a. On peut posséder de l'or ou de l'argent pour être un peu moins dépendant du système bancaire. J'explique. Quand on a des métaux précieux, on a toujours en tête le risque qu'on prend. Risque de cours, risque de vol, difficulté potentielle à la revente, risque fiscal. Tout ça, ce sont des interrogations légitimes. Et je ne cherche pas du tout à les minimiser. Mais inconsciemment, on compare ces risques à ceux qu'on prendrait si on laissait l'argent sur son compte. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le problème sous un autre angle. Parler aussi des risques qu'il y a à conserver son argent à la banque. Cette phrase vous surprend peut-être. Les banques ont cette aura dans l'imaginaire collectif de sécurité absolue. L'argent y est principalement dématérialisé, donc impossible à voler physiquement. Et même quand ça arrive, il n'y a pas d'impact pour le client de la banque. Lorsqu'on apprend qu'un fourgon blindé a été attaqué, on ne vient pas vous prendre 50 € sur votre compte. Tout est informatisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'erreur, mais je trouve qu'elles sont plutôt rares et souvent corrigées rapidement. Même quand on se fait voler ou pirater sa carte bancaire, l'assurance prend tout en charge. Associez ça au côté pratique incontestable avec des virements instantanés, des applis mobiles, et vous avez une référence sociétale. L'argent à la banque est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et il ne risque rien. Et même si un jour il y avait un problème, eh bien le FGDR, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, est là pour nous sauver à hauteur de 100 000 € par déposant, ce qui est loin d'être négligeable. Ça c'est vrai, si tout va bien. Maintenant, si vous voulez bien, on va regarder ce qu'il en est vraiment. On a tous l'habitude de parler de notre compte en banque en utilisant deux mots qui sont assez innocents. Mon argent. Ça c'est faux. L'argent n'est plus à vous dès que vous le déposez. Il est à la banque. La banque fait ce qu'elle veut du billet de 50 € que vous venez de lui remettre. Elle peut le garder, elle peut le mettre dans un de ses distributeurs de billets, le donner à une autre banque, bref, tout ce qu'elle veut. Tout ce que vous avez en échange de votre billet, c'est une créance. À votre actif, vous n'avez plus 50 €, mais une reconnaissance de dette de la part de la banque. En revanche, cette dette, elle apparaît au passif de la banque. Si vous avez beaucoup d'argent sur votre compte, vous êtes un poids pour la banque. Vous alourdissez son passif. Contrairement à une idée communément acceptée, la banque n'a absolument pas besoin de votre argent. Elle a un permis pour créer de l'argent. Bon, attention, je simplifie un peu là. Quand vous empruntez pour votre maison par exemple, la banque crée l'argent qu'elle vous prête à partir de rien. La seule condition, c'est qu'elle doit le détruire quand vous remboursez. Et que si vous ne remboursez pas, elle doit détruire une partie de ses fonds propres, ce qui est moins rigolo pour elle. C'est pour ça que les banques regardent bien à qui elles prêtent et qu'obtenir un prêt est si compliqué. Si la banque venait à faire faillite, vous, en tant que créancier non prioritaire, vous irez faire la queue avec les autres pour espérer récupérer quelques miettes. Et le fonds de garantie alors, il est bien censé intervenir dans ce cas-là? Oui, tout à fait, mais c'est plus compliqué que ça. Je suis allé faire un tour sur le site du FGDR. Si vous aimez l'humour, je vous conseille d'y aller, ça devrait vous plaire. Vous avez comme d'habitude le lien vers tout ce que je raconte en description. Alors ce fonds, il sert à quoi? Très rapidement, à vous indemniser si un jour votre banque n'est plus en mesure d'honorer la dette qu'elle a envers vous. Pour les types de comptes, les plafonds, etc., je vous laisse regarder, c'est assez pénible. Mais si on fait bien attention à toutes les conditions et qu'on respecte les plafonds, pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Regardez ici en haut à gauche, c'est là que c'est rigolo. Le fonds est abondé à hauteur d'un peu plus de 5 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, les dépôts en France, ça représente environ 1200 milliards d'euros. 5 milliards, 1200 milliards, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a un petit problème d'ordre de grandeur. Alors attendez, il y a une explication dans les petites lignes du bas. En fait, ce fonds n'est destiné qu'aux petites banques non systémiques. Qu'est-ce que c'est qu'une banque systémique? C'est une banque tellement grosse que si l'une d'entre elles est en difficulté, elle doit être sauvée, sous peine d'entraîner, je cite, un effet très négatif sur la finance mondiale. Oui, c'est la vraie définition. En français compréhensible, ça veut dire qu'on retourne tous au Moyen-Âge. En France, il y a 4 banques qui ont été identifiées comme systémiques. La BNP, le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, le Crédit Agricole et la Société Générale. Mais ne vous faites pas d'illusions, toutes les banques ou presque sont liées. Ce sont des filiales d'autres banques, ou les banques ont fusionné entre elles sans que ce soit évident. LCL et le Crédit Agricole par exemple, c'est le même groupe. Pas évident au premier coup d'œil. Donc moi je pense qu'il n'y aura aucune différence entre une défaillance de petites banques et une défaillance de grosses banques.
Mais revenons à nos moutons. Pour les petites banques, c'est le FGDR qui intervient, du haut de ses 5 milliards d'euros. Non, attendez, ils peuvent faire un crédit conso pour monter à 6 milliards. Donc ils couvrent, dans le meilleur des cas, 0,5% des dépôts. Et ils l'assument sans problème. C'est génial. Cerise sur le gâteau, en cas de gros pépins, ils réclameront de l'argent à leurs adhérents. Les adhérents, c'est les banques, on est bien d'accord, qui chercheront à éviter la faillite à ce moment-là et qui auront probablement d'autres chats à fouetter. Oui, c'est vrai, ça a l'air d'être quand même bien n'importe quoi. Mais si le FGDR est aussi léger, c'est parce qu'en cas de défaillance d'une grande banque, il doit y avoir quelque chose de plus costaud, non? On va voir ça. Si c'est la BNP par exemple, qui menace de couler, là ça rigole plus, et pas seulement parce que je suis client chez eux. Là, c'est du ressort de l'Europe, avec le Fonds de résolution unique, le FRU, dont on n'indique pas la provision ici, mais on sait que l'objectif grandiose d'abondement de ce fonds, pour 2023, c'est 55 milliards d'euros, soit 1% des dépôts couverts. 1%, c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'à 1%, les mecs se disent c'est bon, on en a assez, on risque plus rien. Attention, je suis pas banquier ni expert en finance. J'imagine qu'il n'est pas nécessaire d'avoir 100% de couverture pour être efficace. Mais là franchement, 1% pour calmer le jeu en cas de faillite d'un établissement qualifié de systémique, j'y crois pas une seule seconde. C'est un gros problème du système actuel. Une immense partie de l'argent en circulation, eh bien c'est la dette de quelqu'un d'autre. L'argent sur votre compte en banque a été créé pour le crédit immobilier de votre voisin, à la base. Les billets dans votre portefeuille ne sont rien d'autre qu'une reconnaissance de dette de la BCE à votre égard. Les métaux précieux, eux, ne peuvent pas être imprimés. Ils ne sont donc la dette de personne. De personne et un peu tout le monde à la fois. Car où que vous alliez sur Terre, vous trouverez quelqu'un prêt à racheter votre or. Comme la dernière fois, je prends une toute petite seconde pour vous présenter les pièces que je vous montre sur ma chaîne. J'ai sorti l'artillerie lourde niveau argent, avec ici au milieu, vous l'aurez reconnu, ma 5 kg Arche de Noé. C'est la plus grosse pièce que je possède. J'ai également la version 1 kg ici en haut à gauche, et encore 1 kg d'argent avec le koala australien en haut à droite. J'ai également sorti 2 pièces britanniques de 10 onces chacune, notamment le lion blanc de Mortimer que j'adore. Pour l'or, vous aurez reconnu la famille complète des philharmoniques. Une once, une demi-once, un quart d'once, un dixième d'once et un 25e d'once. J'ai enfin réussi à toutes les réunir. C'était mon objectif pour cette année et je suis assez content. Allez, on passe maintenant à l'argument le plus fréquent en faveur des métaux précieux. L'or, et dans une moindre mesure l'argent, protège contre l'inflation. Dit autrement, la monnaie perd de la valeur en permanence et la hausse des métaux précieux sur le long terme n'est que le reflet de la faiblesse de la monnaie fiduciaire. Regardez ce graphique. Au lieu d'indiquer le cours de l'or dans différentes monnaies, il exprime la valeur des différentes monnaies en or. Évidemment, on a une ligne droite ici en haut, c'est l'or égal à lui-même, et on se rend compte que tout le reste plonge. Attention à l'échelle logarithmique, c'est encore pire en vrai que ce dont ça a l'air sur cette image. Le dollar exprimé en or vaut maintenant moins de 1% de ce qu'il valait au début des années 1900 par exemple. La livre sterling et le yen ont fait encore pire. Alors comment est-ce qu'on utilise ça à notre avantage? Ou plutôt, comment est-ce qu'on essaie de sortir de ce piège? On peut convertir une partie de ces liquidités en or ou en argent. Pour ça, on peut acheter des métaux précieux physiques bien sûr, mais il est également possible de s'exposer au cours en utilisant ce qu'on appelle les ETF, de l'or papier ou de l'argent papier. Un petit mot rapide sur la distinction entre le physique et le papier. L'or et l'argent papier, ils ont l'avantage d'être pratiques, mais aussi un énorme inconvénient. C'est le risque de contrepartie. Ils ne sont pas toujours couverts à 100%, loin de là, par celui qui fournit le service. Une once d'argent, par exemple, eh bien, elle sera vendue plusieurs fois à plusieurs acheteurs différents. Tant que peu de monde demande à récupérer le métal ou à vendre en même temps, tout va bien. Mais si les choses se compliquent, eh bien, le stock sera épuisé très rapidement et la société sera en grande difficulté. Alors que ce que vous avez chez vous, eh bien, vous l'avez chez vous, point. On va voir tout de suite après pourquoi c'est si important. Concrètement, on sait que la monnaie fiat perd de la valeur, mais on ne sait pas vraiment à quel rythme et on ne sait pas non plus si ça va ralentir ou accélérer. Qu'est-ce qu'on fait devant une incertitude comme celle-là? Eh bien, on prend une assurance. Une assurance, ça protège non pas contre un risque, mais contre une partie de ses conséquences. Par exemple, c'est pas parce que votre voiture est assurée que vous n'aurez jamais d'accident. En revanche, avec une bonne assurance, les conséquences financières de l'accident seront prises en charge. Pour la monnaie, c'est pareil. Il y a un risque de perte de valeur. Bon là, entre nous, je considère que c'est plus une certitude qu'un simple risque, mais passons. L'or, l'argent répondront à la perte de valeur de la monnaie comme ils l'ont toujours fait, en voyant leur cours monter. Donc grosso modo, la somme placée en métaux précieux, sur une durée très longue, voit sa valeur conservée.
Ça c'est plutôt sympa. Mais il y a une autre caractéristique des assurances qui est beaucoup moins agréable, c'est que les primes versées sont perdues. Exemple, même si vous n'avez jamais eu d'accident, le jour où vous revendez votre voiture et vous mettez fin au contrat puisque vous n'en avez plus besoin, eh bien tout l'argent que vous avez versé, il est perdu. C'est là où les métaux précieux sont une assurance bien à part. C'est que même si par miracle le risque ne se réalisait pas, eh bien les primes d'assurance, ce que vous avez dépensé, ne sont pas perdus. Vous avez toujours le métal. On peut choisir très facilement à quelle hauteur on souhaite se couvrir contre ce risque. C'est la proportion du patrimoine qui est consacrée aux métaux précieux. Bien sûr, cette protection a tout de même un prix. On ne peut pas investir les fonds autrement et la somme placée est moins liquide que des euros sur un compte en banque. Il faut bien le reconnaître. Mais pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir le métal physiquement? Précisément car si l'or et l'argent remplissent un jour ce rôle d'assurance, eh bien vous pouvez être à peu près sûr que le monde sera en train de traverser 2 ou 3 turbulences. En achetant de l'or papier, vous retombez dans les travers du système actuel, dont on a parlé il y a quelques minutes. Vous ne possédez ni or ni argent, vous avez simplement une reconnaissance de dette, exprimée non pas en euros et en dollars, mais en onces de métal. Les reconnaissances de dette, ça va bien quand tout va bien. Mais je trouve ça un petit peu dommage et risqué d'en accepter pour un actif qui prendra toute sa valeur si jamais un jour tout va mal. Allez, maintenant ça suffit. On a assez parlé de trucs qui font peur, on se remonte le moral avec toutes vos idées. Merci tout le monde, je trouve ça super cool quand vous participez comme ça à la création de la vidéo suivante. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo sur l'utilité des métaux précieux. Et j'ai gardé pas mal de vos idées et commentaires en réserve, vous ne serez pas déçus. En attendant la semaine prochaine, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.